Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans le 23e numéro de Face à la presse. Comme d'habitude, deux confrères de la presse écrite m'accompagnent pour interroger l'invité du jour. André-Jean Vidal de France Antilles, bonsoir. Bonsoir. Jacques Dancal de l'hebdomadaire Nouvelle Semaine, bonsoir. Bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une personnalité quasi incontournable parmi les experts reconnus dans le domaine économique et notamment sur les questions de fiscalité, de gestion de patrimoine et de pilotage d'entreprise. Les comptes de résultats, les bilans, les études de marché, les prévisionnels, les analyses financières, bref, tous ces documents que doivent produire les sociétés, les filiales, etc., n'ont pas de secret pour lui puisqu'il est à la base expert comptable et commissaire aux comptes. Charles François est un .3 bien né. Il est né en plein cœur de Pointe-à-Pitre, à la rue Frébeau précisément, le 3 décembre 1960. Son père, Robert François, est entrepreneur de transport en commun sur la ligne Pointe-à-Pitre-Basse-Terre, tandis que sa mère est une commerçante martiniquaise qui exploite un magasin de souvenirs aux Galeries Nausières. Charles François est l'unique enfant de ses parents. Il est élevé respectivement à la rue d'Henry, puis à la rue Nassau. Il côtoie les fidèles de l'Église catholique en qualité d'enfant de chœur. Il fréquente respectivement les écoles primaires de la rue Cherchère, le collège Carnot où un certain monsieur Benjamin a été un repère pour lui, et puis le lycée de Bainbridge où il décroche son bac E en 1979. Il entame par la suite de longues études en métropole pour devenir expert comptable. Entre-temps, il effectue son service militaire dans la marine à Bordeaux. Puis, il va travailler au sein d'un cabinet d'expertise comptable à Paris. En 1990, il obtient son diplôme d'expert comptable, commissaire aux comptes, et il décide de rester en métropole pour démarrer sa carrière professionnelle. 5 ans plus tard, en 1995, toujours en métropole, il crée sa propre structure, une société d'expertise comptable qu'il va baptiser Tableau de bord. C'est à Paris, dans le 14e. Il avait à l'époque une dizaine de collaborateurs et il travaillait surtout avec les grands groupes implantés dans plusieurs pays dans le monde, tels que la Corée du Sud, la Hollande, etc. Il s'agissait pour lui d'effectuer des missions, comme par exemple des missions de reporting, des missions d'assistance et bien sûr des missions d'expertise comptable classiques. En 1998, enfin, il pense à son pays natal, il pense à la Guadeloupe. Son retour au pays se fait de manière progressive. Il va d'abord installer une antenne en fait de sa maison mère de Paris. Entre-temps, il continue des études, il poursuit des études. En parallèle, il obtient un DES, entendez par là un diplôme d'études supérieures de 3e cycle en gestion de patrimoine à l'université de Clermont-Ferrand. Mais ça ne lui suffit pas. Il prépare également un DU et il obtient son DU, c'est un diplôme universitaire de 3e cycle en gestion fiscale à Dijon. Entre 2004 et 2006, il organise enfin son installation définitive en Guadeloupe et va donc fermer son cabinet de Paris. Il devient en Guadeloupe administrateur de la CGSS Guadeloupe, la Caisse générale de sécurité sociale, et président de la commission recours amiable. Il est également administrateur et membre du bureau exécutif du MEDEF. Il a été chargé de cours finance comptable pour le MBA, entendez par là Master Business Administration de l'Université canadienne de Sherbrooke pour le pôle Guadeloupe en formation continue. Il est également président de l'Association des experts comptables diplômés en gestion de patrimoine. C'est un homme actif, il anime des conférences, notamment sur la défiscalisation, on l'entend sur le pilotage des entreprises, la réalisation des tableaux de bord, l'immobilier dans l'entreprise, la gestion de patrimoine, les fonds européens également, et puis tout récemment, les enjeux et les incidences de la suppression de la taxe professionnelle. Marié, père de 2 enfants, ce membre du Rotary Club Fleur d'Épée demeure passionné d'actualité et des sujets de société. Certains grands événements l'ont particulièrement fait vibrer, notamment la chute du mur de Berlin en 1989, la Coupe du Monde en 1998 et la mort de Nelson Mandela. Cependant, la crise sociale de 2009 ne l'a pas laissé indifférent. Charles François, bonsoir. Merci d'avoir accepté
notre invitation. Alors, avant d'aborder le vif du sujet, un mot sur votre parcours personnel. Écoutez, d'abord, rectifier, je ne suis pas l'enfant unique. Mon père a beaucoup d'enfants auparavant, et puis j'étais avec ma mère son troisième enfant. Donc, cela. Et puis, je crois que vous avez fait une petite présentation. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Mais ce parcours, c'est un parcours de quelqu'un qui a placé le travail comme étant l'essentiel de ce qui compte pour la vie et de ce qui compte et de ce que j'entends transmettre aussi à mes enfants et comme exemple. Donc oui. Alors quand on lit votre parcours, on se rend compte très rapidement que vous n'êtes pas un expert comptable comme tous les autres. Je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas cela parce que ça va dissocier avec un corps professionnel. Non, nous sommes tous avec des particularités. L'expertise comptable, c'est un tronc commun. Chacun après prend des voies ou développe des voies et des spécialités entre guillemets, bien que nous n'ayons pas à les présenter, en fonction de ses attributions personnelles, de ses intérêts personnels. Disons que moi, je suis intéressé par l'aspect économique en règle générale, par tout ce qui est montage de dossiers. Et très tôt, je m'y suis lancé. Mais ça dépend aussi des rencontres qui forment un parcours professionnel. C'est vrai que j'ai débuté en ayant la chance d'avoir des filiales de groupes pour lesquels j'étais chargé d'établir des reportings de comptes. Bon, ben écoutez, c'est un processus qui est très dur, qui est très rigoureux, qui est mensuel. Ça vous forme et ça vous amène à avoir des attirances vers des domaines. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé justement à poursuivre beaucoup plus loin que l'expertise comptable, à aller vers une spécialisation vers la fiscalité, vers la gestion de patrimoine? Qu'est-ce qui vous a poussé? C'est l'envie de savoir un peu plus, de bien maîtriser les dossiers? Disons, l'envie de connaître et de maîtriser les domaines connexes à la comptabilité. Parce que la comptabilité est un réceptacle de décisions juridiques, est aussi un réceptacle de décisions fiscales, c'est un réceptacle de décisions financières, c'est un réceptacle des décisions managériales. Dès lors, un chef d'entreprise doit être aussi accompagné pour ces décisions-là sur des incidences patrimoniales. Qu'est-ce qu'il en advient? Donc, toutes ces préoccupations m'a interpellé et j'ai voulu, et puisque j'avais aussi le temps et la capacité de le faire, de poursuivre en confirmant mes intérêts pour ces domaines-là. Mais d'autres confrères font d'autres choix et c'est très bien parce que nous sommes une profession avec des professionnels rigoureux, sérieux, qui ont une très bonne réputation et pour lesquels la totalité de ces confrères poursuivent leur voie en fonction de leur intérêt. Et franchement, c'est une profession pour laquelle j'ai beaucoup de respect, même si c'est celle que j'embrasse aujourd'hui. Une question générale, donc, si vous le permettez, comment se porte la Guadeloupe? Mais écoutez, la Guadeloupe aurait pu se porter mieux. Elle se porte pas trop mal quand même. Elle aurait pu se porter mieux. Elle se porte pas trop mal, je ne sais pas quels sont les indicateurs. Quand on regarde par exemple le taux de chômage, on est quand même surpris de voir que ce taux de chômage n'a cessé de croître depuis ces 6-10 dernières années. Et que, surtout, il n'y a pas d'espoir de voir changer les choses. C'est plutôt cela qui pose question. Il n'y a pas d'idées, il n'y a pas de projets sur lesquels on s'accroche, sur lesquels notre jeunesse pourrait s'accrocher pour savoir vers où on va. Il n'y a pas de démarche dynamique sur lesquelles on s'accrochait pour dire « mais nous allons résoudre ce problème, nous nous prenons à bras le corps ». La Guadeloupe, comment va-t-elle? Elle aurait pu aller mieux, vous disais-je, parce que quand on regarde la désespérance que connaît notre jeunesse aujourd'hui, et nous pouvons avoir de nombreux témoignages, toutes les familles guadeloupéennes sont aujourd'hui touchées par un jeune qui se sent en mal d'insertion dans notre société et qui n'a pas les réponses structurelles pour pouvoir s'insérer dans cette société, qui a peut-être connu des parcours scolaires compliqués et qui aujourd'hui voudrait rebondir parce que peut-être a-t-il pris mieux conscience de la réalité et là peut-être n'a-t-il pas suffisamment de réponses pour faire le pas. Donc la Guadeloupe va mieux peut-être ou ne va pas suffisamment bien, mais quand on regarde nos aînés et la façon dont la société a de plus en plus tendance à les marginaliser, à ne pas leur laisser un espace social important,
on peut s'interroger. En réalité, le vivre ensemble en Guadeloupe est compliqué, et vous l'entendez. Vous êtes un observateur, plus qu'un observateur, vous êtes un écrivain, un journaliste de la presse écrite, vous le savez très bien. La Guadeloupe, avec tous ces faits divers, je n'ai pas osé vous dire que la violence dans ce pays nous interpelle, et qu'elle n'est pas simplement une violence née parce que nous sommes Guadeloupéens, elle est née parce que les questions sociales ne sont pas traitées. Donc non, la Guadeloupe ne va pas bien, elle pourrait aller mieux. En revanche, elle a d'énormes ressources. Elle a beaucoup de talent. Il y a un génie en Guadeloupe. Mais quand on regarde votre parcours, hein, il pourrait être cité un exemple à beaucoup de jeunes. Vous avez choisi à un moment d'entrée. Quelles étaient vos motivations au moment où vous décidez de rentrer en Guadeloupe? Et qu'est-ce que vous auriez dit à ces jeunes-là maintenant? Parce que si on regarde votre parcours, il peut être cité. Qu'est-ce que vous voulez en dire? Alors mes motivations, il faut être très franc, j'ai été vraiment par un ami qui m'a proposé de venir réaliser une mission en Guadeloupe. Et à la faveur de cette mission, j'ai poursuivi mon introduction en Guadeloupe en implantant un bureau secondaire qui, par la suite, m'a amené à fermer mon cabinet de Paris, à le céder tout au moins. Bien, les jeunes doivent pas seulement un exemple, mais doivent reprendre la valeur travail. Et ce n'est que cette valeur travail, quel que soit le secteur dans lequel ils veulent. Tout le monde ne sera pas expert comptable, mais les artistes travaillent, les vrais artistes travaillent, les sportifs travaillent. Nous sommes une terre qui produit des sportifs de grande qualité. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas une année que Dieu fait si nous n'avons pas un nouveau sportif qui sort. C'est une terre de talent, c'est extraordinaire, c'est une terre de culture aussi. Donc nous avons à chaque période de notre cycle annuel, nous avons un écrivain qui sort un ouvrage intéressant, nous avons un artiste, nous avons des peintres. Mais le travail, tous ces exemples-là, ce sont des produits finis qui vous sont présentés. Quand vous voyez des sportifs de haut niveau devant vous, et n'oubliez pas que pour être sportif de haut niveau, il faut avoir travaillé. Et c'est la valeur travail qui m'interpelle essentiellement. Et c'est un exemple qui peut être cité, sous lequel moi je suis parfaitement en adéquation, c'est le travail. Le travail aboutit à ce que son génie personnel s'exprime, que son équation personnelle trouve une solution. Oui, mais ce sont les chefs d'entreprise qui donnent du travail. Est-ce que les organismes de formation forment intelligemment ces jeunes, justement? Parce que bon, on peut penser qu'on les fourvoie peut-être dans des directions qui ne correspondent pas au marché du travail. Votre observation est essentielle. Nous avons un marché très spécifique en Guadeloupe. Nous avons un marché de 400 000 âmes avec une exiguïté des possibilités économiques. Dans ce contexte-là, tous les métiers ne sont pas accessibles dans ce pays avec les mêmes performances. Et il faut se le dire aussi, tout le monde ne sera pas employé, ne sera pas salarié. Mais nous avons tout de même un dynamisme, un génie guadeloupéen qui pourrait permettre, si la société s'émancipait un peu plus, parce qu'elle est enfermée, in fine, on peut le vivre, on l'entend, cette belle Guadeloupe peut faire office aussi de prison dorée pour beaucoup, pour la vie sociale. Si nous acceptions de nous émanciper, très certainement, nous aurions la possibilité de développer des activités, de permettre à des jeunes d'accéder à des activités, pas en créant leurs propres entreprises, mais aussi peut-être en participant à un réseau d'entreprises. Le monde est tellement complexe que, in fine, il n'est pas possible pour tout le monde de se dire que je vais créer mon entreprise en allant de A à Z. Je vous prends un exemple. Prenons un exemple que j'ai eu à connaître. Un garçon brillant dans les nouvelles technologies, proposant un produit extrêmement technique, d'une grande qualité. Aujourd'hui, vient me voir, il ne sait pas comment créer son entreprise. C'est tellement complexe. Il y a un maquis de réglementation qui alourdit, qui crée une pesanteur pour ce dynamisme-là. Il faut trouver la solution, la réponse pour que ce jeune puisse, respectant la réglementation, lui proposer un réseau qui puisse lui permettre après de créer son entreprise et de vivre de son activité en respectant la réglementation et en ayant une interface qui comprend la complexité du système. Parce que notre système est complexe. Alors, il faudrait peut-être nous donner un peu de définition. Vous avez employé deux mots, s'émanciper et réseau.
Est-ce que vous pouvez développer? On s'émanciper comment? Qu'est-ce que vous entendez par émancipation? Il ne s'agit pas de l'Assemblée unique, j'imagine. Vous parlez quand vous dites que la Guadeloupe doit s'émanciper, les jeunes doivent des exemples, que ce soit clair. Concret. Écoutez, un exemple très simple. Je viens de vous parler de jeunes qui sont dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Ce serait souhaitable, et je pense que c'est en cours de réflexion, est en cours de lancement, je pense pour le connaître un peu ce dossier, qu'une technopole prenne naissance dans ce pays, qui puisse permettre à des jeunes de pouvoir réaliser effectivement leur activité en s'appuyant sur des ressources agrégées, des ressources maîtrisées, de façon à ce qu'ils s'occupent essentiellement de leur activité. Ça veut dire qu'il est créé un vrai réseau, un pôle d'excellence, entre guillemets. Un pôle d'excellence, pourquoi? Parce que à ce pôle sera associé l'université, sera associé des étudiants, seront associés des étudiants. À ce pôle seront associés des chefs d'entreprise qui y verront leur intérêt, qui y trouveront leur intérêt. Et à ce pôle, on créera un dynamisme. Ce dynamisme va se répandre dans toute la Guadeloupe. Nous sommes dans une culture aujourd'hui indispensable de réseau. Ne pas créer ce réseau à mon avis, est une situation difficile. Je vous donne un autre exemple. Dans un autre cas, là je vous parle de l'excellence. Parlons de l'insertion. Prenons le cas de l'insertion. Trop de jeunes sont en situation désespérée. Ils ont quitté l'école, ils ne sont ni en emploi, ni en formation. Ils n'ont pas de perspective, ils ne travaillent pas. Ils ne sont pas sociabilisés, entre guillemets. Il est bon aussi que des actions qui sont menées au plan national puissent prendre corps en Guadeloupe. Il me semble qu'un projet d'EPID, EPID, c'est un établissement public d'insertion par la défense, rapprochant des jeunes dans un contexte bien structuré, leur apprenant les règles de la sociabilité, parce que c'est de cela dont il va s'agir à un moment. Il faut qu'on prenne nos responsabilités là-dessus, leur permettant de développer leur projet professionnel, ou en tout cas pendant 2 ans, restant dans un cadre interne où ils apprennent à revivre, et s'il le faut, ils poursuivent au RSMA, ben, ce serait extraordinaire. Donc il y a matière à rassembler aujourd'hui, pour ce faire, il faut des budgets. Je vous demande pardon. C'est un programme politique. Mais vous n'avez pas invité un politicien. C'est ça. On a l'impression Il y a des décisions qui sont... Alors rassurez-nous, vous n'avez pas... Mais non. Il y a des... Enfin, en tout cas, il y a un certain Oui. nombre de décisions importantes à prendre. Non. Soyons. Je sais que vous aimez que cela. Non, pas que cela. Oui, je vais vous le dire. Je vais vous poser une question après. Vous verrez que Oui, pas mais je vais que vous cela. répondre à cela. Oui. Je sais que vous aimez que cela. Et que vous aimez... On aime bien ça. On aime mais on bien n'aime ça. pas que cela. Bon, mais ceci vous aimez dit, beaucoup cela. mais c'est un vrai programme et c'est bien. Non, ce n'est Économique, pas... on va dire. Bon, mais je regrette que vous l'ayez entendu sous cette... Ce sont de belles propositions. Non, je le regrette que vous l'ayez entendu et que vous l'ayez positionné exclusivement sur cette voie-là. Non, Je c'est le une regrette. question que nous posons. Maintenant, je vais y répondre, puisque vous me permettez. Vous aimez beaucoup trop la politique politicienne. Elle est vraiment grave, notre situation. Je l'ai atténuée tout à l'heure. Elle est vraiment grave. Vraiment, quand vous avez 60 000 jeunes, quand vous avez... regardez les crimes qui se passent chaque jour. Quand vous avez une délinquance comme celle-là, elle n'est pas génétique, bon Dieu. Elle résulte bien d'une absence et d'un échec sociétal, d'un échec de l'éducation. Quand une femme ne peut pas marcher dans la rue parce que on va lui voler ses bijoux, quand de plus en plus d'événements se créent et qu'on n'arrive pas à faire converger, quand vous n'êtes pas capable de sortir le soir, quand vous n'avez pas une Guadeloupe qui soit sublimée parce qu'on n'aime pas ses us et coutumes, ce n'est pas normal. La Guadeloupe doit être sublimée, il y a des talents. Quand le carnaval n'est pas apprécié pour ce qu'il est, c'est-à-dire un vecteur culturel, un vecteur économique, quand la culture n'est pas mise en avant, quand tout cela n'est pas fait, ce n'est pas de la politique politicienne dont il s'agit. Il s'agit de prendre conscience qu'on va léguer à nos enfants une terre dans laquelle nous avons passé les plus beaux moments de ma vie, je les ai passés ici. Avant de partir, c'est ici que j'ai vécu bien. Et je vais laisser quoi à ce pays? À des enfants qui ne voudront pas revenir parce qu'ici, ils n'y trouvent pas leur compte. Il n'y a pas de vie pour eux. Donc, il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de parler dans un temps où on ne peut pas parler de politique, c'est très bien. Il s'agit de parler de la société guadeloupéenne. Et quand on parle de la société guadeloupéenne, je refuse qu'on la réduise à la politique politicienne. Non, on ne la réduit pas, on la réduit à la politique au sens noble, au sens large, c'est-à-dire il s'agit bien de gérer la société. Oui, on n'est oui, pas, oui, je l'entends. électoraliste. Voilà, ce n'est pas le cas. Cela dit, vous êtes un électron libre.
Donc, vous serez sollicité. Mais écoutez, c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Comme il disait, c'est un véritable programme que vous non, avez. mais Donc, non, forcément, mais non, pour pouvoir pardonnez-moi. réaliser tous ces programmes, il faut entrer dans un moule, soit à droite, Eh bien, soit à gauche. non, il ne s'agira pas d'entrer dans un moule. Est-ce que je vous le promets. est-ce que Ça, je vous le promets. Vous serez- Je ne suis pas une personnalité qui rentre dans un moule. Je suis une personnalité qui construit un moule. Mais qui construit un moule pour un bénéfice plus global. Qui va construire avec des autres un moule. Mais il n'est pas question qu'on me dise et que quelques autoritaires, parce qu'il y a beaucoup d'autoritaires dès lors qu'on a le pouvoir, dès que quelques autoritaires vous disent que c'est comme ça et c'est pas autrement. Eh bien non, il ne s'agira jamais de ça. Faites-moi confiance. En revanche, participer à une équipe avec des gens qui travailleront un jour dans une perspective qui concerne, mais pourquoi pas la technopole, je serais honoré de pouvoir contribuer à ce que cette technopole continue à prendre naissance parce que beaucoup ont été faits là-dessus. Le projet qui avance. Mais oui, mais oui. Est-ce qu'on peut nous dire deux mots? J'ai pas tous les éléments à mon compte et je ne suis pas chargé de le faire. Mais c'est un projet sur lequel, franchement, je serais honoré d'y participer, oui. Je le dis franchement. Ça avance lentement. Ça avancera plus vite. On en est à quel point là? Je n'en sais pas trop, mais en tout cas, vous parlez de la technopole de Bema Audacia. Audacia, vous parlez d'Audacia. Et vous avez vu qu'Audacia a vu naître, a fait naître une pépinière d'entreprise. Oui. Ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il faut le dire. Il faut féliciter des hommes politiques qui aboutissent à ce que ce projet donne à nos gamins, in fine, un espace pour lequel ils peuvent s'épanouir. Et Audacia, j'y suis allé, je l'ai visité, mais j'ai été très honoré de pouvoir visiter cela. Donc ça commence par ce premier pas. Très certainement, ça va se poursuivre et ça va s'accélérer, mais c'est un projet qui m'impose le respect. Vraiment. On va parler maintenant de fiscalité. Alors, l'an dernier, je crois au mois de mai l'an dernier, nous avons reçu Patrick Vial-Collet, qui a fortement contesté les manières du MEDEF. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Alors, c'était à propos du CICE. Alors, qu'en est-il exactement? Bon, là, vous posez une question qui est importante à comprendre. De quoi s'agit-il? Le CICE, c'est un crédit d'impôt qui, en France nationale, est réservé à toutes les entreprises, sans distinction d'activité, de couleur, d'âge, de structure. Ce sont toutes les entreprises ont un CICE égal, porté à 6%. De la masse salariale. C'est un crédit d'impôt, une réduction du coût de la charge sociale, parce que la France subit une insuffisance de compétitivité vis-à-vis de l'Allemagne et vis-à-vis des pays du Sud, notamment l'Espagne et l'Italie. Elle a voulu compenser cela en proposant ce CICE, en adoptant ce CICE. C'est posé la question de l'adaptation de ce CICE pour la Guadeloupe. Pour les DOM, quand je dis la Guadeloupe, pour les DOM. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons des surcoûts avérés qui ne sont plus à démontrer aujourd'hui. Nous subissons des surcoûts qui mériteraient d'être pris en compte et sur lesquels, moi, je suis absolument catégorique, il faut les prendre en compte. De longues discussions ont débuté et le 1er avril 2014, un projet m'est proposé, d'ailleurs publié sur vos colonnes, d'augmenter la TVA de 2 points pour la Guadeloupe et de proposer un CICE renforcé qui viendrait financer un CICE renforcé allant jusqu'à 24% pour un seul secteur concernant l'hôtellerie, la grande hôtellerie. J'ai simplement fait valoir ma ferme opposition, d'une part à l'augmentation de la TVA, marquée dans vos colonnes, et d'autre part à cet renforcement, à cette augmentation de CICE pour un seul secteur. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? D'abord parce que ça suffit de séparer la Guadeloupe comme cela tout le temps, partout. Les bons, les mauvais, les blancs, les noirs, une suite de groupuscules qu'on regarde, qui se regardent en chien de faïence, et moi je suis meilleur que toi, donc je dois avoir plus. Donc il n'y a pas de secteur prioritaire selon vous? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a une situation, il y a eu des secteurs prioritaires en 2003, quand la LODEOM a été adoptée. La crise économique de 2008 mondiale est passée. Notre traduction sociale de cette crise en 2009, le contexte global général mérite qu'on remette à plat ce concept de secteur prioritaire.
Pourquoi faut-il le faire? Parce que nous ne sommes que 400 000 âmes, bon Dieu. Nous ne sommes pas 50 millions d'habitants. Donc, au lieu de se perdre en conjecture, maladroitement défendue au demeurant, mais en conjecture, pour dire « je vaux mieux parce que je vais créer 15 000 emplois dans mes hôtels », enfin, pour 13 hôtels, créer 15 000 emplois, c'est beaucoup, je trouve. Enfin, c'est caricatural. Il faut cesser cela. Nous devons revoir un plan Marshall global pour toute la Guadeloupe. Vous pensez que les petits commerçants ne mériteraient pas notre attention? Vous pensez que des professions libérales ne mériteraient pas qu'on s'en occupe? Vous pensez que les agriculteurs ne mériteraient pas une attention particulière? Vous n'avez pas entendu les difficultés de la pêche? Il vous a échappé les difficultés de l'industrie, mais il vous a échappé aussi que des infirmiers, des infirmières ont des difficultés. Nous sommes dans un contexte global qui s'amenuise, dont les ressources s'amenuisent. À quel titre vais-je, moi, supporter un taux de 2% de plus de TVA pour financer un secteur d'activité qui s'érige comme étant le seul secteur porteur de la solution guadeloupéenne? Nous n'avons pas besoin de sauveurs, nous avons besoin de sauver l'économie guadeloupéenne. Ce n'est pas la même chose. Et un an après, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, un an après, ça se poursuit. Alors, la discussion se poursuit? Non. D'abord, le gouvernement. Oui, dites-moi. Le gouvernement a évacué de façon absolument politique, parce que vous aimez la politique, en disant oui, mais ne vous inquiétez pas, on verra. Et le gouvernement a proposé, et tout le monde était très content d'ailleurs, mais on ne va pas vous faire le CICE différencié pour vous seulement sectoriel. Donc aujourd'hui, il y a un CICE renforcé, mais pour toute la Guadeloupe, à 7,5% et à 9% pour l'année prochaine, pour toute la Guadeloupe. Moi, ça me va, moi, au contraire. Et si on veut le passer à 12% pour toute la Guadeloupe, moi, je prierai pour que ça se passe comme cela, mais pour tout le monde. Le gouvernement a simplement dit, il n'y aura pas pour un secteur particulier un traitement discrétionnaire, un traitement, une sorte d'apartheid du CICE. Il n'a pas créé cela. Il leur a dit, écoutez, on va vous faire une mesure, il leur a proposé une mesure qui serait une mesure d'exonération de charges sociales. Sauf que, à bien y regarder, c'est le secteur qui est le plus exonéré de charges sociales. Donc en fait, voilà, on leur a proposé une exonération de charges sociales, ils étaient tout contents, mais après ils se rendent compte que l'exonération de charges sociales est déjà acquise. Donc cette CICE élargie a fourni les premiers résultats, non? Elle est en train de les fournir, oui, puisque nous établissons les comptes aujourd'hui, nous les constatons dans les comptes. Dites-nous. L'exacté rentable. Dites-nous un peu, dites-nous. Mais écoutez, ça dépend des masses salariales. Oui. Ça dépend des masses salariales. Qui en a profité? Tout le monde. Toute la Guadeloupe en profite. Ah oui, ça c'est clair. Tous les professionnels de la Guadeloupe qui ont une comptabilité, parce que c'est très simple, la masse salariale, on l'applique sans distinction précise. Donc tout le monde l'utilise. Et tout le monde l'applique. Maintenant, il y a 3 chemins pour ce CICE. Il y a un crédit d'impôt, on impute sur l'impôt à payer, donc ça se fait de façon privée, entre guillemets, puisque c'est l'impôt de l'entreprise ou du commerçant, s'il est en nom propre, ou bien on en demande le remboursement, si on a suffisamment de masse de CICE. Bon, on parle de quoi? On parle de 6% d'une masse si vous avez un salarié, je vous le dis, à 20 000 euros, 6% de 20 000 euros, c'est 1 200 euros. Hein. Je ne voudrais pas non plus que nous partions sur des chiffres extravagants. Hein. Sur des chiffres en adéquation avec la masse salariale. Avec l'entreprise. D'accord. Et la masse salariale. Et ça bénéficie, mais ça donne un petit souffle, même 1 200 euros pour un petit artisan. Absolument. Mais moi, j'ai plaisir à le faire constater parce que ça donne un petit souffle à ce petit artisan. Est-ce que c'est un bon instrument pour vous? Écoutez, c'est un instrument qui doit être égal pour tous. Maintenant, faut-il l'augmenter pour tous? Oui. Oui, je pense. Mais c'est un bon instrument parce que nous subissons effectivement un coût important et s'il faut l'adapter, mais il faut l'augmenter pour tous, oui. Oui, sans difficulté. C'est un bon instrument. Parce que l'instrument, on ne va pas demander à chaque fois au gouvernement d'établir des dispositifs législatifs exclusivement pour nous. À un moment, ça grince. Alors justement, il y a eu plusieurs leviers. Alors, selon vous, est-ce qu'il faut encore d'autres leviers, d'autres instruments fiscaux, notamment, pour relancer l'économie? Parce qu'on constate que souvent, les chefs d'entreprise se plaignent chaque fois qu'il y a l'arrêt d'un dispositif fiscal, notamment en matière de l'immobilier. Ils se disent, voilà, si on supprime la défiscalisation, eh bien, les entreprises, c'est la mort des entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, écoutez, aujourd'hui, c'est d'actualité. Il est envisagé en Europe un règlement général d'exemption.
qui risque de toucher tous les dispositifs dont bénéficient les DOM, notamment la défiscalisation, la TVA NPR, les différentes zones franches, la ZFA, le CICE aussi pourrait être touché dans les DOM. Bien. Nos auditeurs doivent comprendre que ce ne sont pas des faveurs exclusivement accordées à des chefs d'entreprise qui en bénéficieraient pour leur propre compte. Non, nous sommes dans une structure, dans une structuration beaucoup plus lourde, beaucoup plus chère, avec une vraie pesanteur. Si on compare par rapport à nos voisins, nous subissons une pesanteur. Beaucoup appellent de leur vœu le commerce caribéen. Mais ce commerce caribéen, si nous voulons exporter, encore faut-il que nous soyons compétitifs dans ces secteurs-là. Or, si nous n'avons pas une compétitivité en coût, mais pas seulement en coût, en qualité, parce que nous avons des jeunes formés, nous avons l'intelligence de ce pays, et réduire notre analyse qu'à le coût, c'est réduire aussi nos perspectives d'évolution. Alors les chefs d'entreprise qui vous disent que la suppression, il s'est agi, et je sais à quoi vous faites référence, à la défiscalisation. De nombreux chefs d'entreprise se sont mobilisés pour défendre la défiscalisation. Mais je suis vraiment de leur avis, mais je dois dire avant tout qu'il y a plusieurs formes de défiscalisation qui s'appliquent. Vous avez le chef d'entreprise qui investit dans sa machine-outil et qui garde son crédit d'impôt pour parler de façon générale, qui garde son crédit d'impôt pour lui et en imputant sur son montant d'IS. Ben écoutez, monsieur, pourquoi voulez-vous supprimer? C'est formidable, ça. La défiscalisation qui a été mise sur la place publique, ce sont ces défiscaliseurs, entre guillemets, ces cabinets de défiscalisation qui ont perverti le système en proposant à tout et n'importe quoi. Nous avons vu de nombreuses émissions, notamment sur la Réunion, sur la Guadeloupe, des hôtels qui n'ont pas pris naissance. Il y a eu des exactions qui relèvent d'actions judiciaires qui ont terni l'image de la défiscalisation. Mais faut-il pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain? Ce n'est pas sérieux. Donc, il y a des mesures indispensables parce que notre structuration, elle est compliquée. Et dans ce cas-là, si on veut enlever ces mesures, eh bien, qu'on ait la possibilité d'acheter au même prix qu'en France continentale, qu'on ait la possibilité de réaliser nos projets, qu'on assure toutes les continuités, qu'on ait la possibilité de faire exactement comme ça se passe, puisque nous sommes dans une république. Donc on assume ça. Donc nous avons besoin de mesures compensatrices, oui, mais égales pour tous maintenant, puisqu'il faut un plan Marshall général, c'est la thèse que je soutiens. Parmi les mesures qui aident les collectivités et que le conseil régional ou d'autres utilisent aussi pour aider l'économie, l'octroi de mer. Il est toujours question de remettre à un moment donné en cause cette taxe-là. Comment vous voyez-vous l'évolution de l'octroi de mer? Est-ce que réellement c'est un vrai instrument de régulation? Écoutez, je le crois. Les industriels le disent et je le crois. Je crois que c'est indispensable pour protéger la production locale. C'est indispensable. Parce que là, au moins, on peut-être qu'il y a un travail de ciblage, mais je crois qu'il a été fait, qu'il a été affiné. Mais au moins les industriels qui prennent, parce que, comprenons-nous bien, c'est quoi une industrie? Une industrie, elle est faite pour produire quantitativement et de façon importante. Encore faut-il qu'elle puisse écouler sa production. Si pour arriver à investir pour arriver à produire de façon quantitative suffisante, il vous faut investir dans des machines-outils dont le coût, normalement, est réservé à une production qui serait faite pour 2-3 millions de consommateurs. Et que là, vous vous trouvez à investir dans ces machines-outils, vous avez besoin d'une aile à l'investissement outre-mer. Vous avez besoin de l'octroi de mer pour protéger votre production. Parce que le coût de votre productivité, elle est moindre. Donc, vous avez besoin de tout cela. Donc, c'est nécessaire à défendre. Quel est le poids de l'industrie, justement, c'est-à-dire de la production locale hors agriculture et autres dans l'économie? Je n'ai pas le ratio exact, mais c'est un poids important, c'est un poids qui est en difficulté parce que la situation économique est difficile, mais je crois qu'il dépasse les 15% de notre activité, mais c'est un poids qui est important. Ce n'est pas un poids négligeable parce que l'industrie, en plus de cela, elle embauche nos qualifiés.
Elle embauche ceux qui ont fait l'effort, parce que la République nous demande de faire des efforts. Mais comment embaucher ces jeunes qui sont des jeunes ingénieurs? L'industrie est là pour cela. Il ne suffit pas de dire qu'elle a un coût, elle a aussi cette fonction de donner des perspectives de vie à nos jeunes qui sont embauchés. Donc l'industrie est absolument indispensable. Et en dépit du poids qu'elle représente, elle est aussi indispensable que d'autres secteurs. Tous les secteurs diversifiés dans ce pays sont indispensables. On exporte sur la Caraïbe? Oui. Oui. Les GMA, par exemple, exportent des farines et des farines de GMA, oui. Des GMA, oui. Mais c'est le modèle. C'est le modèle qu'on Oui. prend toujours. Mais C'est qu'il faut croire qu'on n'exporte pas beaucoup. Mais regardez. Mais GMA, c'est un produit. C'est un produit d'abord. La fabrication est ici. Bon, c'est un produit de première nécessité. C'est un produit local. Voilà. C'est exceptionnel. Mais combien d'autres? Nous aimerions qu'il y en ait plus. J'appelle de mes voeux qu'il y en ait plus. Ce qu'on fait, c'est de l'import-export. Oui, surtout. Oui. Plus de la production locale. Voilà, mais GMA, c'est une production locale. Absolument. Et c'est une production locale bien dirigée. Je vais profiter de l'occasion parce qu'on en parle. Le grand port, alors il y a des voix qui s'élèvent pour dire oui, mais 2 grands ports, s'il y a un projet en Martinique, un projet en Guadeloupe. Et puis on a entendu un des responsables du port à Panama dire que nous étions beaucoup trop coûteux et que ce n'était pas réaliste de faire le grand port. Quelle est l'avis justement que vous avez sur ce projet-là? Qui fait la même chose aussi. Oui. Il sera moins cher. Oui. En plus qu'il y a Haïti qui fait la même chose et qui sera moins cher. Là, nous sommes. Une question sans joker. Hein. Voilà. Oui, non, mais je ne le prendrai pas. Mais je vous dirais simplement que nous sommes là dans une bataille stratégique. Pour savoir qui aura son grand port. In fine, ce sont des arguments de lobbying, entre guillemets, plus que des arguments réels. Donc aujourd'hui, il serait vain pour ma part de vous dire qu'il faut un grand port en Guadeloupe, il faut un grand port en Martinique, il faut un grand port en Haïti, il faut un grand port partout. Non, ce ne serait pas raisonnable qu'il y en ait autant. À un moment, il faudrait qu'on réfléchisse. Donc aujourd'hui, dans cette démarche de lobbying, je soutiendrai bien sûr le grand port de la Guadeloupe. Les travaux sont commencés. Oui, de surcroît. En plus. De surcroît. Je soutiendrai le grand port de la Guadeloupe. Il faut aussi que... on drague, on met des pieux. Absolument. On a déjà commencé là. Je soutiens tout à fait le grand port de la Guadeloupe. Oui. Alors, pendant le conflit, après le conflit de 2009, vous avez été parmi ceux qui ont un peu apaisé le climat, puisque d'un côté, on entendait les chefs d'entreprise qui disaient c'est la mort des entreprises, et vous avez dit non, c'est pas tout à fait la mort quand même. 8 ans après ou quelques années après, qu'en est-il exactement? Est-ce que vous tenez toujours le même discours? Le conflit de 2009 est un conflit essentiel pour nous, mais pas seulement sur ses aspects économiques. Et nous avons tous tendance à constater les dégâts économiques que ce conflit a engendrés. Et je les constate et je les déplore. Je dois d'abord dire que dès lors qu'il s'agit de bloquer l'économie de la Guadeloupe, je suis absolument opposé, quelle que soit la forme que prendrait ce blocage. Maintenant qu'il convient d'analyser une situation qui a existé, je n'aurais pas tendance à résumer ce conflit, même si les conséquences dramatiques sont énormes, de nombreux licenciements, de nombreux dépôts de bilan, ont résulté de cette situation un peu chaotique qui a régné pendant 44 jours. Mais reconnaissons quand même que c'est un conflit qui a soulevé des questions sociétales qui n'avaient jamais été soulevées auparavant avec une clarté pareille. Je veux dire, par exemple, que la question du racisme dans ce département, même s'il est d'acuité en France aujourd'hui, et que beaucoup se promènent avec leur banderole « Je suis Charlie » pour faire état de leur légitime adhésion à cette liberté d'expression. Et je participe à ces mouvements-là et je trouve absolument d'accord qu'on les fasse. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous vivons en France continentale, à la fin de match de football de Chelsea, un homme qui rentre chez lui, parce qu'il est de couleur noire, est refoulé dans une rame. Aujourd'hui, 2015, c'est pas hier, mais ça existe en Guadeloupe. Mais pas seulement pour des Noirs. Il y a aussi des Guadeloupéens qui, parce qu'ils sont noirs et qu'ils ont mal intégré la dimension mémoriale légitime qu'il faut intégrer, se comportent vis-à-vis d'un homme blanc ou d'une femme blanche de façon absolument inqualifiable, inadmissible.
je suis, pour ma part, contre toute forme d'expression raciste et toute volonté de créer des groupuscules dans ce pays. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on affirme ces valeurs-là. 2009 l'a affirmé, l'a montré. Et je dis aussi clairement qu'il est inadmissible qu'on puisse reprocher à un homme blanc d'être blanc. Surtout ça, c'est inadmissible. Et je trouve inadmissible qu'on reproche à un homme noir d'être noir. Sauf que la complexité de ce pays, c'est qu'à l'intérieur de notre société guadeloupéenne, on vous fait des traductions de petites couleurs. Vous allez trouver quelques crétins qui vont vous affiner. Il est trop noir comme ci, pas noir comme cela. Et ils auront un propos qui est absolument pas capable d'être tenu dans un espace. Qu'ils viennent intellectuellement tenir ce type de propos, ils ne supporteront pas une contradiction forte et ils tiennent des petites ségrégations de couleurs. Il faut aujourd'hui affiner notre culture, notre société, de façon à ce que le vivre ensemble soit mieux dit. Et pour ça, il faut dire les choses. La Guadeloupe est... À peu près 13 minutes, une question d'André Jean Vidal. Vous vous souvenez de 2009 ? 2009, ça a commencé par des menaces de mobilisation générale, mais ce qui a été le premier mouvement, c'était la grève des stations-service. Oui. Et du fait qu'il y avait la grève des stations-service, le mouvement a pris de l'ampleur parce que les gens ne pouvaient pas aller au travail, et puis ensuite, etc., etc. Bref, voilà. Et là, on va se retrouver dans peu de temps avec une grève des stations-service et un ordre de mobilisation générale de certains syndicats, dont l'UGTG, la CGTG, etc., etc. Non pas le LKP, parce que le LKP, c'était, si on se souvient, une cinquantaine de groupes. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Je prendrai le temps de vous répondre, c'est important. Mais prenez votre temps. Je prendrai le temps de vous répondre. Si Alex vous avez me raison. permet. Oui, peut-être, mais là, c'est important que je puisse prendre le temps de vous répondre. Vraiment, vous avez raison. Le point de départ, c'est la grève d'essence. Je vais simplement vous faire observer que 6 ans plus tard, aucune solution n'a été trouvée. Ah non, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Donc, hein. je peux Ni me poser des questions sur la volonté réelle de résoudre ce problème. Et je vais vous poser des questions, puisque vous aimez le politique beaucoup. Est-ce que ce n'est pas nécessaire pour certaines personnes que perdure ce problème? Parce que sans ce problème, peut-être qu'ils auraient une insuffisante visibilité pour les prochaines élections. Puisque vous aimez ce type de réflexion, je vais vous faire cette première analyse. Mais ce n'est pas le sujet. Restons sur le conflit. Vraiment très honnêtement. Le conflit, de ce que j'ai entendu, 2 éléments sont mis en avant. Les stocks stratégiques. Qui peut aujourd'hui, valablement dans ce pays, ne pas soutenir l'idée que nous méritons d'avoir des stocks stratégiques si une rupture a besoin? Donc, que rien ne soit fait et qu'on attende une catastrophe pour que ce soit fait, ceci est un constat d'échec. Au niveau politique d'ailleurs. Hein. Oui, mais c'est et au niveau administratif. Politique et administratif. Mais, aux deux, c'est un constat d'échec qui entretient un climat délétère dans ce pays pour réduire ce pays pour dresser les uns contre les autres, pour faire que les uns contre les autres se dressent dans ce pays. C'est cela que je conteste avec beaucoup de force. Donc, c'est voulu. Parce qu'on ne peut pas me dire que nos élus sont à ce point inintelligents pour ne pas trouver de solution. Je ne peux pas croire ça. Nous avons les plus intelligents au monde. En dehors de les campagnes, bon, ils ont peut-être d'autres... Il nous reste 8 minutes. OK. Donc, nous avons là... Les stocks stratégiques. Et les AIP. Nous avons avant d'arriver aux AIP, nous avons le modèle social qu'ils ont. Ils embauchent. Nous sommes tous en France continentale. Nous devons descendre et nous mettons nous-mêmes dans les centres. Il y a des emplois qui sont créés. Il y a un coût à payer. Qui, valablement, aujourd'hui, peut soutenir qu'il faut licencier toutes ces personnes et mettre des pompes automatiques? Personne. En tout cas, moi, je ne serai pas de ceux-là. Et il y a des AIP. Ben, franchement, de quoi parle-t-on? C'est quoi un gérant? Un gérant, c'est une structure qui, de ce que je connais, et j'ai la chance d'en avoir dans ma clientèle, une structure privée, une société, ou un entrepreneur individuel, mais c'est généralement une société, qui a un contrat de location-gérance. Ce n'est pas le contrat, c'est le contrat le plus précaire qui existe. Je suis désolé, si vous êtes en location-gérance, on peut vous mettre, éjecter du jour au lendemain. Franchement, qu'ils aient une indemnité à la fin de leur contrat,
Mais c'est tout à fait normal, puisque dans le contrat à durée déterminée salariale, j'ai une indemnité. Dans un contrat à durée indéterminée, j'ai une indemnité pour partir. Donc c'est tout à fait normal. Qu'il soit dit qu'ils aient une indemnité tous les 3 ans, ceci ne se trouve pas dans les contrats que j'ai. Alors, quel est votre regard sur la politique de l'eau? Vu les sommes qui ont été engagées, oui. Mais mon regard, c'est des d'abord... sommes faramineuses, est-ce que vous y croyez? Quel est votre regard qu'il faille, oui, je crois qu'il faut un plan d'investissement colossal pour refaire toute notre tuyauterie, entre guillemets, pour qu'enfin on ne perde pas tout l'eau. Mais enfin, constatons d'abord que nos hommes politiques ont à tout le moins manqué d'intérêt pour les questions essentielles de la vie guadeloupéenne. Élire, donc il pensait à autre chose. Vous comprenez? Moi, je suis désolé. Enfin, ça date pas d'hier, ça date pas d'avant-hier. 30 ans. Ça fait 30 ans que ça dure. Et on en est au même point. Vous vous rendez compte, on me parle de quoi aujourd'hui? D'un pays comme la Guadeloupe, où on est très bon chic, bon genre, et on n'est pas capable d'avoir de l'eau à Saint-François, on n'est pas capable d'avoir de l'eau à Moule, qu'il faut avoir des bidons d'eau aujourd'hui, avoir des réserves d'eau. Mais voilà à quoi on est réduit. Donc vous critiquez tous les hommes politiques? Je ne critique rien. Ils sont incompétents? Non. Ah, j'ai pas dit ça. Ils ont pris des décisions trop tard. Non, j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ils ont attendu trop longtemps avant Non, je constate que le problème de l'eau, ça fait 30 ans qu'il dure. C'est quoi? Vous voulez quoi? Ils ont un diplôme pour avoir attendu 30 ans pour cela? C'est tout. Moi, c'est tout ce que je dis. Je ne me permettrai pas de dire qu'ils sont incompétents. C'est tout le contraire. Nous avons les meilleurs hommes politiques, je pense, du monde. Mais sauf que le problème de l'eau, aujourd'hui, ça fait 30 ans que ça dure. Le problème de l'essence, ça fait 6 ans que ça dure. Et nos enfants, ils ne reviennent pas en Guadeloupe. Voilà ce qui se passe. La situation, la gravité du problème, c'est ça. Ce n'est pas un jeu. C'est que nous allons avoir une société à 2040 qui va être le département avec le plus de personnes âgées. Ce sera la Guadeloupe. Alors, donc, avec un département... Assemblée unique, oui ou non? Faut-il anticiper, oui ou non? Parce qu'on est longtemps resté sur ce débat, Assemblée unique, alors que je vais prendre le temps. Vous pouvez prendre le jour. Vous savez, j'ai l'immense privilège d'être franc. Donc je vais prendre le temps. La Martinique et la Guyane se sont réunis aujourd'hui, je crois, pour faire le point, pour savoir comment ça va se passer. Et nous, voilà, soit on reste et les choses vont se faire naturellement en 2020. Alors faut-il, oui ou non, anticiper? Alors je vous donne mon point de vue. Je crois qu'aujourd'hui, cette question a été posée en 2003. Il fallait que nous ayons des hommes politiques suffisamment intelligents pour faire comprendre au peuple que c'était ça qu'il fallait faire. Ils ont échoué. Clair? Maintenant, 2003, nous sommes en 2015. 12 ans plus tard, le chômage a augmenté. La situation s'est absolument dégradée. Sociale s'est dégradée. Nous sommes au bord d'une crise. Il nous reste 5 ans pour avoir une assemblée unique. Vous voulez que je dise aux Guadeloupéens de consacrer leur énergie à parler de cela? Pour vous, il est trop tard. Pour moi, on a raté le train. Alors, pour moi, oui, voilà. Pour moi, c'est nécessaire qu'il y ait une assemblée unique. Cette profusion d'hommes politiques dans différentes assemblées est absolument inadmissible, mais ce n'est pas le moment de soulever ce problème. Ce problème doit être traité, et il va être traité naturellement. S'il n'y avait pas de perspective d'être traité en règle générale, j'aurais abondé dans le sens d'une assemblée unique, d'une façon ou d'une autre, parce que c'est indispensable. Mais puisque, attendez, à la fin de 2015, nous sommes en 2016. Jusqu'à 2015, rien ne va se passer. Donc 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 5 ans, on va passer 5 ans à parler de l'Assemblée unique pour faire notre propre Assemblée unique? Non, je préférerais qu'on se consacre. Je voulais parler des transports. Votre avis sur parce qu'on entend souvent parler du problème de transport, les transports en commun. Alors, concernant les transports d'élèves, ça a été un peu réglé, mais les transports en commun, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut un fonds pour que les transports en commun d'abord se rénovent, qu'ils soient agréables, qu'ils soient de belle qualité, que ça puisse être accessible à tout le monde et qu'ils soient surtout écologiques. C'est difficile de pouvoir répondre. C'est difficile de pouvoir répondre parce que de ce que j'ai compris, le tramway fera 8 km. Oui, entre 8 et 11, oui. Je vous agrée 11 km. Pour un coût... 20 millions de kilomètres. Oui, donc de 200 millions d'euros. Oui, entre 250 et 350. Entre 350 millions. 60 000 chômeurs, une jeunesse en désespérance, des aînés dont on ne s'occupe pas. Il y a une priorité, il y a des choix à faire. Les hommes politiques font comme ils peuvent. Je ne sais pas ce qui sera décidé in fine,
Mais moi, s'il s'agissait de moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de mettre les jeunes et les personnes en activité. Pas de faire du béton partout, pas de faire des dépenses partout, c'est de mettre les gens en activité. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, si le tramway va créer 50 000 emplois, je serai preneur. Votre avis sur les commémorations qui vont avoir lieu là? Oh, ça c'est important. Je ne vous ne laisserai pas 2 minutes seulement. Là, vous allez me laisser le temps si vous soulevez le sujet. Parce qu'il s'agit du devoir de mémoire. Et c'est important qu'on en parle. Parce que ça fonde une société qui est mal... Ce devoir de mémoire est mal compris. On vous sent remonté là. Qu'est-ce que vous... Énergique. Ça dépend des thèmes. Mais vous savez, non, ça ne dépend pas des thèmes. Ça dépend de la qualité de son énergie personnelle. Et puis, je n'ai pas le talent d'être journaliste. Les journalistes ont le temps de voir poser les choses. Moi, j'ai un enthousiasme. C'est un enthousiasme pour la vie, tout simplement. Mais là, vous avez pris 2 minutes. Vous allez me les rembourser, si vous voulez bien, pour parler des commémorations. Les commémorations dont vous faites état, le devoir de mémoire, ce devoir de mémoire est absolument indispensable à l'être guadeloupéen. Indispensable. Mais posé simplement comme il a été posé sur sa dimension historique, c'est-à-dire de faire revenir tout le monde sur dire on a été esclaves. Ça a été, les Blancs ont mis les uns en esclavage. Nous avons souffert de cela. Sans transcender cette dimension-là et lui donner une dimension humanitaire, c'est-à-dire un apport humanitaire à partir de là, risque, si on se cantonne qu'à cela, risque de faire que des gens vont ramener, nos compatriotes vont ramener en 2015 des sentiments qui sont nés de la souffrance qu'ils perçoivent des ancêtres dans les années de l'esclavage. Parce que la vraie question qu'on doit se poser, si nous avions été, si vous aviez été un blanc en 1600, qu'auriez-vous fait? Je ne vous demande pas la réponse. Donc, la question, c'est de commémorer pour élever l'humanité. Pas seulement pour dire que nous avons subi, mais c'est pour élever l'humanité. C'est pour cela que je n'accepterai jamais le racisme d'où qu'il vienne. Parce que c'est la même bête qui se travestit. C'est la même bête immonde qui se travestit. Elle prend la forme aujourd'hui. Elle a pris la forme lors de l'esclavage Elle prend la forme de l'État islamique. Elle a pris la forme de l'antisémitisme. Elle prend la forme du racisme. C'est cette même bête immonde dont nous devons prendre garde et combattre en permanence. Mais pour ça, nous devons élever notre humanité. Et pour élever notre humanité, il ne faut pas se suffire de commémorations exclusivement historiques et sentimentales pour dire nous avons beaucoup souffert. Il faut que cette commémoration, nous en puisions une dimension supérieure qui irrigue l'humanité tout entière et que nous apportons cela en héritage à l'humanité. Voilà la dimension. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire que ça veut dire qu'il faut un développement économique? Non. Il faut que des intellectuels continuent à débattre de cela. Ce qu'a fait Jorel Ursule dans sa lettre, son interpellation du président de la République est une excellente interpellation, même si je conteste ses conclusions. Mais le courage qu'elle a eu, et en plus que c'est une artiste, j'ai trouvé absolument injurieux les propos qui lui ont été tenus du fait qu'elle n'était pas intellectuelle et qu'elle n'aurait pas droit de donner son avis. Non, elle y a droit, elle a une sensibilité. Sauf que je lui dirais que je ne partage pas vos conclusions, madame, parce que vos conclusions aboutissent à hiérarchiser la même bête. Donc cette même bête qui se traduit d'une façon ou d'une autre n'a ni besoin d'être hiérarchisée, ni besoin d'être disséquée. Il faut la combattre définitivement. Et c'est cela le débat. Et la combattre en Guadeloupe parce qu'elle est en Guadeloupe aussi. Ne l'oublions pas. Et je le répète, trop de Noirs subissent des oppressions de propres Guadeloupéens pour des tendances de couleur, et trop de Blancs aussi maintenant subissent des sortes de réprobation parce qu'ils sont Blancs. Ça suffit. Nous devons parler d'une société un peu plus apaisée et qui ne reste pas arc-boutée dans ses fiefs. Je suis absolument contre toute forme d'avatar, de ceux qui prendraient naissance d'un devoir de mémoire indispensable auquel je souscris absolument, mais que je voudrais voir transcender, qui deviendrait en fait un devoir de mémoire sacré. Nous ne sommes pas dans l'économique, nous sommes dans du sacré, dans la dimension transcendantale, dans la dimension supérieure. Voilà, eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Charles-François, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous avez appris des choses. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée sur ETV. Bonsoir.